Bienvenue pour cette session toujours très attendue, un point sur les recherches et les essais thérapeutiques. Et donc avec mon co-animateur, Alexandre Oyo, le président de CMT France, nous avons le grand plaisir d'accueillir Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Bonjour, vous nous entendez ? Très bien, j'espère que vous m'entendez aussi. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous laisse peut-être nous présenter ce point donc, sur les recherches et les essais avant que nous puissions vous poser quelques questions et vous participerez également à notre table ronde cet après-midi. Merci encore. Merci à vous. Merci de votre accueil. Donc, je vais, pour ne pas perdre de temps, passer directement à la diapo suivante. Alors, l'objectif de mon intervention, c'est plus une mise à jour des informations que j'avais déjà eu l'occasion de donner au congrès précédent, en insistant peut-être sur tel ou tel point plus particulièrement. Et je vais commencer par quelques petits rappels très brièvement. Donc, vous le savez, il y a énormément de gènes qui peuvent provoquer des différentes formes de CMT. Et on peut essayer de les classifier en fonction du rôle que jouent les protéines qui sont codées par ces gènes. Il y a des composants de la myéline, bien entendu, qui conduisent l'influx nerveux, des facteurs de transcription, c'est-à-dire des protéines qui vont influer sur l'expression de certains gènes de la myéline ou du fonctionnement du neurone moteur. Beaucoup de gènes impliqués dans le fonctionnement de la mitochondrie, qui est l'organe énergétique de la cellule, celle qui permet à la cellule de fonctionner le plus normalement possible. Il y a des gènes de transport de protéines le long de l'axone, le long du prolongement nerveux vers sa terminaison. Et puis, toute une série de gènes dont le rôle est plus ou moins connu ou qui interviennent à différents niveaux. Et évidemment, on subdivise la maladie en fonction des formes axonales ou non axonales, vous connaissez. Alors, cette diapo montre l'augmentation très significative des publications scientifiques relatives à la CMT. On voit qu'au fur et à mesure des années, il y a une amplification des recherches dans ce domaine. Ça, c'est quand même un signe très positif. Ça montre qu'à la fois, on cherche à comprendre la maladie, à développer des thérapeutiques, et il y a de plus en plus d'acteurs qui évoluent dans ce domaine. Ce graphe, je pense, est assez éloquent de ce point de vue. Alors, avant de rentrer dans le détail de certains essais, juste un petit rappel très simple. Une cellule fonctionne de la manière suivante. Il y a un ADN qui est présent dans le noyau de chacune de nos cellules, donc c'est le cas aussi dans le noyau des neurones. C'est le support de notre information génétique. Il y a un certain nombre de gènes, 23 000, qui fonctionnent de manière coordonnée pour la biologie de nos cellules et de notre organisme. Et ça fonctionne de la manière suivante. L'ADN est transcrit en une copie, c'est un peu comme des petites photocopies qu'on appelle ARN. Chaque gène va produire un certain nombre d'ARN qui correspondent. Ces ARN vont sortir du noyau, vont passer dans le cytoplasme de la cellule et vont être traduits en protéines, et ces protéines vont jouer leur fonction. Et donc, on peut essayer d'agir à ces différents niveaux quand on veut s'adresser à une pathologie, y compris pour la CMT. On peut agir au niveau de l'ADN, en remplaçant ou corrigeant le gène en cause dans la maladie, c'est la thérapie génique. C'est aussi l'édition du génome, qui est une forme de thérapie génique, où on va induire des coupures dans l'ADN et insérer des séquences génétiques dans ces coupures. Donc, on va intégrer une information génétique, un gène, à l'endroit voulu. On peut agir au niveau de l'ARN, qui est fabriqué en permanence à partir de l'ADN. Par exemple, pour limiter la quantité d'ARN, quand dans les cas de CMT, l'ARN est en trop grande quantité, c'est le cas de l'ARN de la protéine PMP22 qui est en trop grande quantité, qu'il faut réduire. On peut aussi augmenter des transcrits d'ARN quand ils sont insuffisamment produits. C'est le cas d'autres formes génétiques de CMT. Et on peut le faire de différentes manières. On va le voir au fur et à mesure de l'avancement des programmes que je vais évoquer.
On peut essayer de compenser la protéine absente. On ne s'attaque pas à la protéine à proprement parler, mais aux conséquences biologiques du défaut de cette protéine. Et il y a différentes thérapeutiques dans ce sens-là. On peut agir avec des protéines ou des substances neuroprotectrices. On ne s'attaque pas à la cause, mais on va essayer de protéger les neurones, faire en sorte qu'ils puissent survivre correctement et fonctionner correctement avec des facteurs, différentes formes de facteurs, des facteurs neurotrophiques, donc qui favorisent le fonctionnement des neurones, des antioxydants, des anti-inflammatoires qu'on retrouve également dans la pathologie, puis d'autres substances plus ou moins ciblées. Et enfin, il y a la thérapie cellulaire qui consisterait, je parle au conditionnel parce qu'elle est beaucoup plus lointaine dans ses applications, qui consiste à remplacer les neurones manquants quand ils dégénèrent ou qui amènent des cellules qui pourraient être protectrices. Mais là, on est encore vraiment davantage au stade de la recherche que de l'application, même s'il y a un essai en cours et j'y reviendrai tout à la fin. Alors, vous en souvenez, je ne le détaillerai pas ici. Il y avait eu un certain nombre d'essais dans le passé qui utilisaient l'acide ascorbique, qui s'était révélé intéressant dans les modèles expérimentaux pour diminuer la quantité de PF22 pour les formes de CMT1A. Des essais qui, au final, n'ont pas abouti à des résultats suffisamment convaincants pour le proposer comme une approche thérapeutique, donc je vais passer dessus. Et puis ensuite est arrivée une série de travaux, dont ceux de Farnext, qui proposaient d'agir sur différentes cibles au niveau des neurones. C'est le cas, par exemple, du baclofène, qui fait partie des 3 molécules que combine Farnext. Le baclofène, c'est un agoniste de récepteurs qu'on appelle les GABA-B récepteurs, qui sont exprimés par les cellules de Schwann. Les cellules de Schwann sont des cellules qui participent à la formation de la gaine de myéline qui entoure les prolongements des neurones. Et dans les souris qui n'expriment pas ce récepteur, il y a une augmentation de la protéine PMP22. Donc, il y a un lien entre ce récepteur et la quantité de protéine PMP22. Et donc, en stimulant ce récepteur, on compte diminuer la quantité de PMP22 et effectivement, le baclofène dans des modèles expérimentaux augmente la myélinisation des neurones grâce à son effet de diminution de la protéine PMP22. Il y a d'autres cibles que le GABA-B, il y a d'autres récepteurs, des récepteurs aux opioïdes, des récepteurs au sorbitol, et les molécules qu'utilise Farnext combinent le produit de Farnext combine des molécules qui agissent sur ces différents récepteurs et au final qui aboutissent à un phénomène commun qui est la quantité d'une molécule qu'on appelle l'AMP cyclique qui favorise la myélinisation par les cellules de Schwann. Et l'intérêt au départ de la combinaison de ces molécules, naltrexone, baclofène, sorbitol, c'est qu'en les utilisant à des doses plus faibles que celles qui sont en œuvre pour chacune de ces molécules isolément, on arrive à un effet malgré tout. Et c'était tout le principe de ce médicament que souhaitait développer Farnext. Donc ça a fait l'objet d'essais cliniques. Vous connaissez évidemment les résultats de ces essais cliniques. Les résultats ont été assez décevants. Il a fallu refaire un essai de phase 3, donc une phase avancée d'essais cliniques pour la CMT. Les résultats qui ont été communiqués par Farnext n'ont pas confirmé de manière statistiquement significative les promesses initiales de ce produit, le PXT 3003. La communication est un petit peu compliquée en ce moment, mais toujours est-il qu'il y a encore plus de 300 patients qui continuent de prendre le produit de Farnext et qui continuent d'être suivis. Et c'est les seules informations dont on dispose à l'heure actuelle sur ce produit.
Il y a une autre société française, une autre biotech française, Inflectis, qui développe une molécule qui s'appelle l'IFB 088. Alors, il agit à un autre niveau, il agit sur la réponse au stress cellulaire. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais la cible est connue. Je pense tous qu'il est nécessaire d'évoquer ici. La molécule est un dérivé du guanabène, qui est une molécule connue, mais qui a un effet secondaire hypotenseur. Et ce dérivé est dépourvu de cet effet secondaire. Il n'y a plus l'effet secondaire hypotenseur. Par contre, il y a l'effet voulu, c'est-à-dire l'inhibiteur d'une protéine particulière qui est impliquée dans la réponse au stress. Et donc, Inflectis vise différentes formes de CMT avec ce produit, également d'autres pathologies comme la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Des premiers essais avaient été lancés il y a quelques années, l'essai de phase 1 sur des volontaires sains qui avaient montré l'innocuité du produit, donc pas d'effets secondaires notables, et le développement se poursuit à ce stade, que ce soit dans la SLA ou dans la CMT. D'autres approches visent à réduire, là on est dans CMT1A encore une fois, réduire la quantité de protéines PMP22 en réduisant l'ARN correspondant à la protéine PMP22. Et pour ce faire, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle des antisens qui sont dirigés contre l'ARN de la protéine PMP22. Ces antisens permettent de réduire dans les modèles expérimentaux, ici chez la souris, la quantité de PMP22. Alors, il ne faut pas l'abolir complètement, hein, il faut la réduire de moitié, grosso modo. Et c'est une société américaine qui est bien connue, qui s'appelle Ionis, qui a déjà des produits autorisés pour d'autres maladies neuromusculaires grâce à des antisens. Et Ionis a, au stade préclinique, pas encore au stade clinique, un antisens qui est dirigé contre PMP22, donc qui pourrait éventuellement rentrer en clinique dans la CMT. Je vais passer là-dessus. Une autre société, Apply Therapeutics, développe une molécule qui s'appelle le Govoresta, qui agit dans une autre forme de CMT liée au gène SORD. C'est un gène qui est impliqué dans le métabolisme du sorbitol. Et cette molécule est en essai clinique et la société a communiqué récemment, c'était en février dernier, des résultats intermédiaires de son essai. C'est des résultats à 12 mois de traitement dans son essai de phase 3 qui s'appelle INSPIRE et qui confirme la diminution du taux de sorbitol et montre des effets positifs sur le plan clinique, sur un test de marche de 10 mètres, un test de montée d'escalier, des tests de levée et de position assise, des tests de marche pendant 6 minutes, et également sur un indice qui combine la fonction de membre inférieur, la mobilité, la fatigue, la douleur, la fonction sensorielle et la fonction des membres supérieurs. Donc, à ce stade, l'essai se poursuit et si les données se confirment, on peut raisonnablement penser que ce produit-là pourrait être autorisé bientôt dans cette forme de CMT. Alors, je l'ai évoqué en introduction, il y a une très grande disparité de formes, mais il y a des points communs. Dans les CMT, on n'est pas obligé de développer un médicament pour une forme de CMT, mais on peut trouver des cibles communes à plusieurs formes de CMT. Par exemple, le transport axonal. Vous avez la liste de gènes qui sont impliqués dans le transport axonal avec des formes de CMT différentes, mais finalement, au bout du compte, c'est la même chose, c'est le transport axonal. Et donc, on peut essayer d'agir sur le transport axonal. Le transport axonal consiste à transporter
il faut imaginer un peu comme des rails de la SNCF avec des trains, des wagons. On va transporter des protéines depuis le noyau vers l'extrémité et vice-versa. Et il y a plein de protéines, plein de gènes qui sont impliqués dans ce transport. Et il faut transporter les neurotransmetteurs, l'énergie, les mitochondries. C'est un bouillonnement permanent au sein des cellules et en particulier des neurones moteurs et des neurones sensitifs. Et donc, on peut essayer d'agir là-dessus. Et il y a une série de molécules qui sont extrêmement intéressantes, qu'on appelle des inhibiteurs de HDAC6. Ce sont des molécules qui peuvent réguler le transport axonal, entre autres, parce qu'elles peuvent agir sur plein d'autres mécanismes. Et c'est des molécules qu'on va retrouver dans différentes maladies neuromusculaires, CMT, Duchenne, amyotrophie spinale, plein d'autres maladies. Et il est très probable que ces molécules vont aboutir. D'ailleurs, dans la myopathie de Duchenne, il y a une demande de mise sur le marché qui a été déposée par Ital Pharmaco pour le Givinostat, une de ces molécules qui est un inhibiteur d'HDAC6 pour la myopathie de Duchenne. Et il y a des chances que cette demande aboutisse, mais en tout cas, c'est vraiment une série de molécules qui est intéressante. Une société comme Regency développe une molécule inhibiteur d'HDAC, le ricolinostat, dans différentes formes de neuropathie, dont la CMT, dont la sclérose latérale myotrophique, d'autres neuropathies. Ça a été montré dans des modèles animaux et c'est en développement maintenant clinique. Je reviendrai très brièvement là-dessus. Un mot sur les thérapies géniques. Alors, les thérapies géniques ont des formes variées. Hein. Elles peuvent prendre la forme d'une thérapie génique classique, c'est-à-dire qu'on amène un gène thérapeutique grâce à un transporteur, en général un virus, qui va dans les cellules cibles, en l'occurrence les neurones. On peut agir par les antisens. J'ai déjà évoqué les antisens où là, on agit au niveau de l'ARN. On peut agir avec des ARN particuliers qu'on appelle des ARN interférents qui vont inhiber d'autres ARN. Et puis, il y a les ciseaux moléculaires tels que les CRISPR qui vont corriger, induire des modifications génétiques pérennes dans l'ADN des cellules. Il y a les différentes cibles possibles au sein de cette famille de CMT. Il y a différentes formes de CMT qui peuvent être abordées par thérapie génique. Je ne vais pas détailler non plus cette diapositive, mais aller directement aux applications actuelles. Alors, il y a différentes formes de thérapie génique qui sont explorées dans les modèles expérimentaux et maintenant en essais cliniques, dans différentes formes de neuropathie. Ici, un exemple, c'est un CMT4C, juste pour simplement vous montrer qu'il y a des recherches et elles ne portent pas que sur CMT1A, elles portent sur différentes formes de CMT. Il y a un gène intéressant qui s'appelle la neurotrophine 3, c'est un gène neuroprotecteur qui pourrait être appliqué à différentes formes de CMT. Ça a été en particulier, c'est en cours d'exploration dans CMT1A, mais encore une fois, ça serait applicable à d'autres formes de CMT par le Children's Hospital à Columbus dans l'Ohio. Et puis, il y a une société française, NervoSave, qui développe une forme un peu particulière d'ARN interférent, mais sous forme de thérapie génique, injectée localement le long du nerf sciatique pour diminuer PMP22 dans la CMT1A. Voici le nom de différentes sociétés, Elixmis, Sarepta, Ionis, que j'ai déjà évoqué, oui, d'autres sociétés qui développent différentes stratégies de thérapie génique appliquées à CMT1A à des stades différents, et cette phase 1, phase 2, phase 3, et toutes les phases précédentes sont des phases de recherche, hein, préclinique ou purement de recherche. Mais encore une fois, ça n'est pas que CMT1A qui est visé. À Marseille, Valérie Delac travaille sur une autre forme de CMT, CMT4H. Elle a localisé le gène et elle explore une forme de thérapie génique actuellement chez la souris. Je passe rapidement parce que ça serait trop compliqué à expliquer et j'arriverai au bout de mon intervention, d'ailleurs je suis pratiquement à la fin. Il y a Marisol Corral qui est une chercheuse qui est spécialisée dans les maladies mitochondriales et
qui a à son actif un produit qui est sur le point d'être autorisé en Europe et aux États-Unis pour une neuropathie optique, donc une maladie ophtalmologique, et qui est déjà autorisé en Angleterre d'ailleurs, et qui maintenant cherche à mettre au point une thérapie génique pour les CMT, toujours en visant les mitochondries, au travers d'un gène qui code pour un facteur trophique qui s'appelle la neuroglobine. On a aussi Benjamin Delprat qui, lui, cherche à identifier des molécules dans des modèles chez le poisson zèbre de différentes formes de CMT et dans le syndrome de Wolfram. Là encore, c'est la mitochondrie qui est visée. Je passe sur cette diapo. Une question qui se pose, c'est quel est le meilleur moment pour traiter? Est-ce que traiter le plus tôt possible, ça paraît logique. Traiter avant la perte de neurones moteurs, quand elle se produit. Est-ce que relancer la régénération axonale peut finalement traiter efficacement également? Donc, on n'est pas obligé de traiter immédiatement. Et puis, il y a la voie d'administration, en particulier des thérapies géniques. Il y a des thérapies géniques qu'on peut injecter dans le sang et qui vont passer dans le système nerveux, mais il y a des risques aussi associés à ces thérapies géniques par voie systémique. Et les administrations locales, loco-régionales sont également explorées, comme NervoSafe, comme je l'ai évoqué. Stimuler le muscle, c'est important aussi. Alors, on a été déçus par les données d'une molécule qu'on appelle une antimyostatine qui augmente la masse musculaire dans différentes indications, y compris pour la CMT. Mais il est clair que l'exercice musculaire est important. Des méta-analyses le confirment vraiment. Un exercice modéré permet de freiner l'évolution de la maladie, d'améliorer les sensations, de préserver la fonction motrice et sensitive. Très important de maintenir une activité physique régulière et modérée. Cette diapo est un peu ma conclusion. Je l'ai mise à jour par rapport à ma dernière intervention. C'est l'ensemble des programmes. Alors, il y en a peut-être même que je n'ai pas fait figurer parce que par choix, mais j'ai indiqué ici les sociétés qui sont impliquées. Vous voyez qu'il y a un très grand nombre de sociétés sur la gauche qui sont impliquées. Les molécules, c'est illustré par le symbole des molécules chimiques. Donc, c'est la toute première partie, les premières lignes correspondent à des molécules avec différentes cibles, différentes formes de CMT. Vous voyez, il y a différentes formes de CMT qui sont concernées. La phase d'avancement des essais cliniques, recherche préclinique et donc essais cliniques de phase 1, tolérance, phase 2, d'augmenter de dose et phase 3 à grande échelle avec démonstration de l'efficacité, démonstration statistique de l'efficacité. En thérapie génique, ce sont les lignes du tiers inférieur avec des acteurs bien connus comme Sarepta qui développe des antisens, mais aussi une thérapie génique dans la myopathie du chêne et qui explore également CMT. Helix-Smith qui développe un plasmide, c'est un vecteur très simple qui code une hormone qu'on appelle l'hépatocyte growth factor et une hormone qui se révèle trophique et également trophique pour les neurones, qui est au stade des essais de phase 1. Et puis toute une série d'autres sociétés qui sont à des stades un petit peu plus précoces. Et puis une forme de thérapie cellulaire que j'ai pas trop analysée encore à ce stade. Il faudra que je regarde ça de plus près, mais je suis assez dubitatif sur l'approche. Et même des anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux sont très utilisés en oncologie, dans les maladies auto-immunes et commencent à être explorés aussi dans les formes de CMT. Et pour terminer, cette petite information, Novartis, un géant de l'industrie pharmaceutique qui a acquis une des sociétés que j'ai listées, qui s'appelle DTX Pharma. DTX développe un ARN interférent dans CMT1A, et figure dans la liste vers le bas que vous voyez. Et donc Novartis a acquis cette société pour ce produit développé dans CMT1A, et ça illustre l'intérêt de l'industrie pharmaceutique pour CMT.
un géant de l'industrie pharmaceutique ne s'intéresse pas comme ça inopinément à une maladie rare, c'est qu'il y voit un intérêt, et donc c'est un signe que je considère vraiment comme positif de voir qu'une société pharmaceutique s'intéresse à CMT, et ceci conclut mon intervention. Merci. C'est nous qui vous remercions, Serge Braun. Vraiment, merci beaucoup. Je rappelle qu'on vous retrouvera donc cet après-midi pour la table ronde pour répondre donc à vos questions. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une diapositive qui intéressait l'une de nos internautes sur le SIARN. Mais n'hésitez pas à poser des questions plus précises sur le sujet. Alexandre Oyo, je me tourne vers vous, puisque vous êtes vraiment l'expert scientifique. Est-ce que une réaction peut-être à tout ce qui vient d'être présenté? Merci Hélène. Bon, expert, on a un expert en face de nous. Évidemment, on est intéressé par ces sujets. Je remercie Serge pour cette présentation. On voit quand même que ça bouge. Et je le disais en introduction ce matin, je crois que nous sommes à un tournant pour les CMT. Et le rachat de TTX par ce que vous venez d'évoquer par Novartis, ça cristallise ce mouvement en fait qui existe aujourd'hui dans les CMT. Alors la route reste longue, il reste encore beaucoup de défis à relever, mais nous sommes quand même à un tournant et voilà, c'est quand même ça donne de l'espoir, tout ce qu'on a vu avec la présentation qui est là. On a bon espoir quand même que statistiquement, avec tous ces essais qui arrivent, avec des approches qui sont très différentes, cette compétition qu'il peut y avoir qui est saine, on espère qu'un jour il y ait des traitements qui arrivent enfin pour les CMT et nous avons bon espoir là-dessus. Donc merci pour cette présentation, Serge. Merci aussi de dire que l'exercice c'est important. C'est un médicament qui est accessible aujourd'hui, c'est le seul et il est gratuit. Il dépend de nous. C'est bien de le rappeler parce qu'il y a quelques années encore, on nous disait de ne pas trop forcer dans les maladies neuromusculaires, dont la CMT, de nous préserver. Et ça a amené insidieusement à la sédentarité. Et on a besoin de tordre le cou à cette idée-là. Donc merci de rappeler que l'exercice est bon pour les CMT. Voilà. Bonjour Alexandre, heureux de vous revoir. Alors effectivement, l'exercice est important et il y a des raisons pour ça. C'est que, et pour avoir travaillé sur le sujet dans le cadre d'une autre maladie qui est l'amyotrophie spinale, c'est vraiment un sujet que j'ai beaucoup étudié. Les muscles et les neurones échangent beaucoup d'informations. Ils échangent... Évidemment, il y a le neurotransmetteur, l'acétylcholine qui induit la contraction musculaire, mais plein d'autres facteurs, plein d'autres substances, y compris des substances qui vont stimuler le tissu cible. Le neurone envoie des substances qui stimulent le muscle envoie en retour des substances qui stimulent le neurone moteur et qui vont stimuler sa croissance, sa survie, son fonctionnement. Et on a un certain nombre qu'on connaît et certainement plein d'autres qu'on ne connaît pas encore. Et lorsqu'un muscle se contracte, il va libérer des facteurs dédiés en direction du neurone moteur, du neurone sensitif. Et c'est comme ça d'ailleurs que tout le système, l'unité motrice, s'adapte en fonction de la nécessité. Et on le sait dans l'amyotrophie spinale, il y a des études qui le montrent clairement, l'exercice est utile et bénéfique, ça a été mesuré et documenté. Ça commence à être documenté pour CMT également. Et il n'y avait pas de raison que ça ne soit pas le cas dans CMT, parce qu'après tout, la cible est la même. Évidemment, la cause est différente, mais la cible est la même. Et donc, c'est très logique que l'exercice soit bénéfique. Et il ne s'agit pas de courir un marathon ou de faire le Tour de France, il s'agit juste d'avoir une activité physique modérée, marcher, c'est important, utiliser ses muscles, tout simplement. Il ne faut pas s'en priver. Je pense que pendant longtemps, les médecins étaient précautionneux et étaient plutôt dans l'idée pour préserver le muscle, il ne faut pas s'en servir, c'est comme les piles, mais en fait, c'était une erreur. Il faut utiliser il faut rester actif. Voilà. Merci. Y compris les mains. On n'est pas obligé non plus
Voilà, c'est tous les muscles, il faut les faire fonctionner. Merci beaucoup Serge Braun. Ce sera donc une conclusion provisoire, hein, bien entendu, puisqu'on aura le plaisir de vous retrouver donc pour notre table ronde à 16h. Et il y aura sans doute de très nombreuses questions donc, sur ces essais et recherches qui semblent effectivement prometteurs. Merci beaucoup. Et donc quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes donc, pour aborder les différentes facettes de la maladie avec le docteur Tania Stojkovic. Merci.